Vous allez écouter Profane, le podcast des non-initiés qui veulent se connaître un peu mieux. Au fil des épisodes, je vais recevoir des profils d'horizons vraiment divers. Avec mes invités, nous sommes spécialistes dans nos domaines, mais restons profanes entre nous. Attention, ceci n'est pas un podcast sur le développement personnel. Merci. Je m'appelle Katia Denard et je vais vous parler de Gestalt thérapie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathilde Laurent. Mathilde, bonjour. Bonjour Katia. Je vais vous poser la même question que je pose à tous mes invités. Et je demande souvent qu'on ne réponde pas juste par « ça va ». Donc je voudrais savoir comment vous allez aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment bien. Ouais, comment vous le savez ? Je le sais parce que depuis que je me suis réveillée, j'ai apprécié, sans que ce soit délibéré, j'ai apprécié plein de petits moments en me disant « Ah, c'est quand même génial de prendre une vitamine qui a un bon goût. Ah, c'est quand même génial de manger un croissant qui a bon goût aussi avec un café. » Enfin, donc, je remarque effectivement que je vais bien quand j'arrive à apprécier tous les petits détails insignifiants de la vie qui deviennent justement des petits moments de plaisir. Vous savez qu'en Gestalt thérapie, on s'intéresse beaucoup au moment présent justement et au ressenti. Et quand je vous demandais comment vous savez que vous allez bien, souvent aussi on le sent dans le corps. Et est-ce que vous sentez dans votre corps aujourd'hui que vous allez bien ou c'est juste les moments que vous avez passés qui, je sais pas, détendent la poitrine ou est-ce que vous sentez ça corporellement ? Alors, je dirais que oui, j'ai la chance d'avoir souvent un bien-être physique. J'ai rarement des douleurs, rarement des inconforts. Donc, je dirais que de ce côté-là, c'est plutôt assez vertueux. Donc, oui, je me sens souvent assez bien dans mon corps. Comment on sait que tout va bien ? Comment on sait qu'on est bien ou mal d'ailleurs ? Eh bien, on va enquêter sur son corps. On développe sa curiosité corporelle. On élargit son vocabulaire. Par exemple, l'angoisse, on sait que ça sert. La plupart du temps, l'angoisse nous comprime, nous compresse. On dit même j'ai la boule au ventre, la poitrine est comprimée. Alors Mathilde, vous êtes née, on dit comme ça ? Oui, on peut dire nez, on peut dire parfumeur, on peut dire perfume designer, créatrice de parfums, on peut dire parfumeur avec un E aussi. Ouais. Bon. Voilà. C'est vrai que né, ça fait un peu... je sais pas, c'est dans le langage commun, tout le monde comprend quand on dit qu'on est né. On sait qu'on compose des parfums. Exactement. Le terme nez, c'est celui qui renvoie le public directement à la création. Alors que le terme parfumeur, en fait, peut décrire aussi des personnes qui vendent du parfum, c'est ce que par j'imagine, exemple, moi. ou des gens qui ont une parfumerie. Donc, le terme nez, c'est celui qui est le plus délimité, je dirais. Bon, alors on va dire comme ça. J'ai lu dans votre livre que quand vous dites votre métier, tout le monde s'improvise « Ah, mais moi aussi, j'aurais pu faire ça, etc. » alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand je vous ai rencontré, je pense que je vous ai dit la même chose. J'ai beaucoup regretté après vous avoir dit ça. Mais comment ça se fait qu'on vous dit ça ? Qu'on projette sur votre métier, que tout le monde pourrait le faire ? Est-ce que vous savez ça ? Je crois que c'est un métier qui fascine assez. Et je crois aussi que le fait qu'on me dise ça, c'est lié en fait au plaisir que certains ressentent à sentir, qui est un plaisir dont on parle peu. Et les gens qui vivent beaucoup par l'olfaction, finalement, se sentent assez isolés d'avoir ce plaisir qu'ils peuvent peu partager, parce que l'olfaction est un sens qui est assez invisible au bout du compte. Aujourd'hui, on parle d'invisibilisation dans certains domaines et je pense qu'on peut dire en quelque sorte que le sens de l'olfaction est le sens qui a été beaucoup invisibilisé. Alors, pour des gens comme ça m'est arrivé à moi quand j'étais beaucoup plus jeune, où je vivais beaucoup par l'olfaction, mais j'en parlais pas tant que ça. Et puis finalement, quand je me suis mise à en parler, tout le monde l'a remarqué. Et c'est comme ça qu'on m'a dit un jour, tu devrais être parfumeur, parce que tu parles que de ça, d'odeur, de parfum. Tu sens les lieux, tu sens les gens, tu sens les objets. Alors tu devrais être parfumeur. Donc je pense que les gens qui profitent de l'olfaction, qui vivent beaucoup par leur nez, se sentent finalement assez seuls. Et donc, quand ils rencontrent un parfumeur, ils ont l'impression que tout d'un coup, en fait, ce sens qu'ils ont vécu seuls pendant longtemps, peut-être qu'ils auraient pu en faire quelque chose parce que ils ont bien conscience que c'est une atypicité
même si c'est très dommage, hein, parce que finalement, beaucoup de gens sentent et profitent de ce sens et ça ne devrait pas être atypique. Alors, vous parliez d'invisibilisation, c'est ça, de Oui. l'olfaction. C'est vrai que en préparant notre conversation, j'ai cherché beaucoup d'accointances entre l'olfaction et la psychologie pour voir où est-ce que je pourrais vous emmener. Et j'étais assez surprise de ne pas trouver grand-chose, pas beaucoup d'études. Il y en a quelques-unes. Même Freud en a parlé un tout petit peu, mais surtout comme l'anosmie, les choses comme ça, si vous voulez. Mm. Mais il y a très peu d'études sur ces sortes de Madeleine de Proust qui sont les émotions associées à des sens. Et c'est vrai que des émotions associées à des images, dans mon cabinet, moi, j'en entends beaucoup, à des événements, évidemment, etc., mais à des odeurs, très, très rarement. Et pendant le Covid, moi, j'ai perdu l'odorat, par exemple. En perdant l'odorat, ça m'a duré 5 jours de perte totale, d'anosmie totale. J'ai cru, Mathilde, que je me suis dit, mais à quoi bon vivre? Je vous promets que j'ai eu des pensées. Au bout de 2 jours, je n'avais plus envie de quoi que ce soit. Donc j'ai perdu du poids parce que j'avais plus envie de manger. Je ne sentais plus la faim. Sortir et ne pas sortir... Enfin, de toute façon, on ne sortait pas des masses, mais ne pas sentir les feuilles, enfin, tous ces trucs-là. Et je me suis mise à déprimer. Pendant 5 jours, c'était totalement déprimé. Vous avez perdu l'odorat, vous, pendant le Covid? Alors moi, j'ai perdu l'odorat aussi à la fin du Covid, parce que c'était ma grande angoisse. Je peux imaginer. Oui. Au final, j'ai attrapé le Covid à la toute fin, quand plus personne ne l'attrapait et quand plus personne n'était masqué. Je l'ai attrapé en vacances. Et en fait, moi, j'avais pas mal travaillé sur l'anosmie. J'avais beaucoup rencontré, parce que c'est aussi quelque chose que les gens viennent me dire immédiatement. En plus de « j'aurais voulu être parfumeur », on vient toujours me dire, et c'est normal, et on vient chercher de l'aide auprès d'un parfumeur quand on est anosmique. Ouais. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens sont anosmiques. Alors ça, c'est une découverte pour moi. Alors, j'ai plusieurs amis qui sont anosmiques, vraiment, sans cause réelle. En fait, on peut tout à fait perdre l'odorat sans savoir très bien pourquoi. Et en fait, quand on souffre d'anosmie, c'est absolument terrible. Et en tant que parfumeur, justement, ayant donc eu l'occasion dans ma famille, parmi mes amis, d'avoir plusieurs personnes comme ça qui avaient perdu l'odorat, et notamment ma mère, en fait, à la suite d'une chimiothérapie. Ouais. Il faut savoir que la chimiothérapie fait perdre l'odorat et le goût. Et ça, c'est quelque chose dont on parle extrêmement peu. En fait, on ne parle pas d'anosmie dans la société. Non. Parce que on considère que c'est pas très grave. Parce que ça ne se voit pas, vous croyez? La perte des cheveux après une chimio, par exemple. Tout ce qui se voit est dit et ce qui est invisible n'est pas nommé? Alors, oui, peut-être, mais je crois aussi que c'est dû à justement cette invisibilisation du sens de l'olfaction. Parce qu'aujourd'hui, on considère que c'est moins grave, en fait, de perdre l'olfaction que de perdre la vue ou que de perdre l'audition. Parce que ce sens ayant été invisibilisé, on le connaît très mal. Alors là, ça va être tout le travail thérapeutique, d'aller nommer l'invisible, et parfois même l'évidence. Qu'est-ce que le thérapeute nous dit en séance? Il nous dit « je vous vois ». Le thérapeute, il a un rôle maternel, voire parental. Quand la mère ou le père, d'ailleurs, dit à l'enfant « tu es en colère », celui-ci peut associer une sensation et son terme. Et ça a une fonction vraiment rassurante. Comme en séance, d'ailleurs. Le patient va pouvoir apprendre à reconnaître ses sensations et ce que ça veut dire pour lui que d'être en colère ou d'être triste. Et donc, quand vous dites que en quelques jours, ça vous a projeté dans une déprime profonde, Ouais. eh bien, ça, c'est quelque chose que personne ne sait, que personne n'anticipe et que même personne n'ose verbaliser quand ça lui arrive. Donc, dans la maladie du Covid, on a très bien vu que c'était impressionnant quand les gens parlaient d'olfaction, comme vous l'avez fait, à quel point ils témoignaient d'un désarroi, mais immense, d'une dépression immense et percutante. Et en plus, la double peine, c'est que quand on dit « j'ai perdu l'olfaction, j'ai perdu goût à la vie », parce que c'est ça qui se produit, ça, on perd goût à la vie et on perd aussi le sens de la vie. Pour moi, l'olfaction, c'est le sens de la vie, je pourrais développer plus tard. Donc, quand on le dit, en fait, la double peine, c'est que les gens s'en foutent. Ouais, bon, exagère pas. Bon, écoute. ça va revenir, et puis c'est rien, quoi. Je veux dire, t'es là, voilà, tout va bien. Alors qu'en fait, quand on perd l'olfaction, on perd le goût, puisqu'en fait, il faut expliquer rapidement que
dans la bouche ce qu'on appelle le goût à proprement parler, c'est amer, acide, sucré, salé. Donc quand on perd l'olfaction, quand on perd son nez, en fait, on ne sent plus aucun arôme, puisque l'arôme de la viande, c'est le nez qui le lie, l'arôme de la fraise, c'est le nez qui le lie. Donc quand on perd l'olfaction, en fait, même si on garde le goût, tout devient un peu acide, un peu sucré, un peu amer, un peu salé, mais plus rien n'a d'arôme. Ah, mais c'est un enfer. Donc c'est un enfer et donc on a l'impression en fait de vivre sa vie dans un caisson stérile. Oui, ou alors d'écouter de la musique à 2 notes, sans arrêt. Enfin, c'est vraiment... Oui, voilà. Et en fait, une jeune femme qui avait témoigné dans une émission où justement on avait parlé d'anosmie et elle disait que ne plus sentir l'odeur de ses enfants, l'odeur de son mari, qu'elle avait eu l'impression de vivre sa vie derrière une fenêtre. En fait, elle était dans la télévision C'est une belle et image. tous les autres étaient dehors ou alors dans un scaphandre. En fait, ça donnait vraiment cette sensation d'isolement total et de ne plus être dans sa propre vie, comme si en fait le sens de l'olfaction était le sens de la réalité, parce que finalement le sens de l'olfaction c'est le sens de la présence réelle. C'est-à-dire qu'en fait une personne, on peut la voir à l'écran, vivante, on peut s'adresser à elle, communiquer avec elle et tout ça. Et pourquoi c'est différent de quand elle est là? Eh ben, très souvent, c'est l'odeur, justement. C'est le toucher et aussi l'odeur. J'avais jamais fait le rapprochement. Vous avez raison, je dis souvent que ce qui nous relie beaucoup, c'est le langage, et que la mort, par exemple, c'est l'arrêt du langage. C'est ça, là, le vrai drame de la mort des gens qu'on aime, c'est qu'on ne peut plus les entendre ni leur parler. Et avec ce que vous venez de dire, c'est que ce qui nous raccroche à la réalité, ce que vous dites, c'est le fait de pouvoir sentir l'autre et le toucher. Donc en fait, on peut très bien ne plus le voir, ne plus l'entendre, mais tant qu'on peut le toucher et le renifler, c'est incroyable ça. C'est vraiment une découverte pour moi. C'est pour ça que... Ah, attendez, on n'a pas répondu tout à fait à la question avant. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous de perdre l'odorat? Pour moi, ça n'a pas été une découverte, puisque j'avais tellement travaillé sur l'olfaction et j'avais tellement reçu de témoignages de malades du cancer ou d'amis. J'ai même une cousine qui a perdu l'olfaction comme ça. Donc j'avais une assez bonne représentation. Vous étiez préparée? Voilà, j'étais un peu préparée. Pour autant, ça a été absolument une horreur. Je pense que le plus important, c'est de dire que quand ça arrive à quelqu'un dans votre entourage, il faut lui en parler, il faut le faire parler, la faire parler de son anosmie, écouter, comprendre, partager. C'est vraiment la double peine que d'être isolé dans ça. Donc pour moi, en fait, ça a été un enfer. Moi, ça a duré 10 jours. Ah oui. Je savais que le seul moyen d'éviter pas mal de dégâts, parce que je savais aussi que le Covid attaque l'olfaction de 3 manières différentes. Donc, il y a 3 types de dommages qui peuvent être portés au sens de l'olfaction. Et donc, j'ai parcouru toute la Corse pour trouver un médecin, pour avoir un rendez-vous le plus vite possible, pour pouvoir prendre de la cortisone, parce que c'est ce qui empêche trop de dommages et qui permet de recouvrer l'olfaction si possible. J'ai vécu 10 jours d'enfer et effectivement, en me disant que non seulement ma vie personnelle allait être difficile, enfin voilà, que j'allais moi aussi sans doute tomber dans une dépression intense, mais qu'en plus j'allais aussi perdre toute ma vie professionnelle. Vous avez imaginé ça? Ah ben oui, parce que le premier jour, on se dit que ça va passer, que c'est juste une allergie. Je me suis fait tester au bout de 5 jours parce que je ne pouvais pas m'y résoudre. Déni total. Alors là, petit arrêt, mais très utile, parce qu'on entend souvent parler du déni. Mais qu'est-ce que c'est en fait le déni? Eh bien, c'est un mécanisme de défense. On rejette l'inéluctable, on le repousse, pour finir par accepter. Ça, c'est la fin du déni, bien sûr. Et c'est d'ailleurs une de mes amies, c'est mon amie qui est née aussi dans le domaine du thé, qui m'a convaincue de me faire tester, en fait. Donc, le pouvoir du déni, enfin, de toute façon, en psychologie, on voit ça souvent. Et encore, 5 jours, ça va, je trouve. Pour quelqu'un qui peut voir, comme vous, sa vie changer du tout au tout si jamais ça ne revenait pas. On a dû vous la poser 1 milliard de fois, celle-ci, mais j'ai envie de vous la poser quand même.
Quelle est votre odeur préférée? Mais j'en ai pas. Oui, c'est pas possible. Voilà, c'est impossible. En fait, moi, ce que je préfère, c'est sentir. Sentir avec tout en majuscule, comme j'ai fait faire un néon dans mon bureau du verbe sentir. Mhm. C'est des lettres qui doivent faire 1 mètre de haut et en majuscule parce que sentir, en fait, c'est tout le mot, tous ses sens. C'est ce que je vis quand je sens des choses. Donc, moi, ce que je préfère, c'est sentir aussi l'inconnu. Sentir ce que je connais. C'est un immense plaisir de Madeleine de Proust, justement. Et ce que je ne connais pas, c'est un immense plaisir de sentir la vie, en fait. J'adore l'olfaction comme un langage, parce que moi, j'ai pas beaucoup de vocabulaire d'olfaction, à part sentir. J'imagine que vous avez tout un tas de vocabulaire. Vous pouvez me dire quelques mots comme ça qui vous viennent, qui sont autour de l'olfaction? Alors, autour de l'olfaction, un mot que j'adore, c'est l'aura. Aura, A-U-R-A, qui est définie dans le dictionnaire comme pouvant être justement olfactive ou lumineuse. Et j'adore cette idée que toutes nos icônes, toutes les auras qu'on voit autour des dieux ou des saints, les icônes finalement, cette aura dorée qu'on voit, elle est peut-être olfactive en fait. C'est peut-être pour représenter une odeur qu'on a symbolisée. Je vois tout à fait de quoi vous parlez. Voilà. Vous croyez que ça sent quoi? Ça sent, je peux pas vous dire, ça sent certainement très bon, mais en tout cas, l'aura, en fait, définit aussi un pouvoir, le pouvoir de l'olfaction, justement le pouvoir de sentir. Et j'aime bien cette idée que l'aura ne soit pas visuelle seulement. Je peux vous dire aussi, bien sûr, sillage, ténacité, Ah oui, sillage. accord, tension de vapeur. C'est quoi ça? Moléculaire. Tension de vapeur, c'est ce qui va déterminer, ce qui va indiquer la volatilité d'une molécule. Donc, si la tension de vapeur est élevée, la molécule est très volatile et inversement. Mmh. Donc, c'est aussi un métier qui peut être assez scientifique parfois. Ouais, c'est technique. Ouais. Bon, j'espère j'ai le droit de vous poser cette question, mais j'aimerais vous demander, comme ça, on dit jus pour parler d'un parfum. Alors oui, on utilise ce mot. C'est vrai que c'est un peu argotique, mais moi j'adore l'argot et j'adore tous les langages parallèles, je dirais. Le verlan, voilà, le louchébem, enfin tous ces langages de rue ou de corporation. Donc, on peut dire jus avec moi. Jus. Oui. Donc, quels sont les jus que vous avez créés comme ça, qui vous viennent? Alors, on peut faire une liste. Petite. Si on a une demi-heure. Donc, Mathilde se la pète beaucoup, il faut le savoir. Une demi-heure n'y suffira pas. Je suis très, très admirative. C'est le temps que je trouve, en fait. C'est pas le temps que je les énumère, c'est le temps que je trouve, que je m'en souvienne, parce que j'ai tendance à oublier pas mal le passé, à vivre plutôt dans le présent ou dans le futur. Ah, ça, c'est intéressant. Vivre dans le présent, qu'est-ce que ça veut dire? On nous rebat beaucoup les oreilles avec ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la Gestalt-thérapie, c'est la thérapie du moment présent. On va s'intéresser à ce qui se passe dans l'ici et maintenant, dans une séance, entre un patient et son thérapeute. Ce qui fait figure est attrapé par le thérapeute, et ça élargit la conscience du patient. D'ailleurs, ça élargit aussi la conscience du thérapeute. Et on va explorer la pensée, la conscience, et s'atteler de plus en plus à la responsabilité de chaque être humain. Et c'est ça l'expérience humaine. C'est comme ça qu'on part à la découverte de soi, et que, dans le meilleur des cas, on guérit. Je peux vous citer, évidemment, la panthère. De Cartier. Voilà, la panthère chez Cartier. Pampelune chez Guerlain. Ça a été longtemps mon parfum, vous savez. Et c'est vraiment un Merci. parfum, je vous en prie, je ne vous connaissais pas encore. Mais je veux vraiment vous dire toute ma reconnaissance pour ce parfum que j'ai porté de nombreuses années. Je crois que je n'ai jamais rien senti de pareil, franchement, que Pampelune. Je ne sais pas si tous les gens qui connaissent ce parfum sont d'accord avec moi. Je ne sais pas ce que vous avez mis dedans, à part du pamplemousse, j'imagine. Ça sent le pamplemousse. Alors, il n'y a pas vraiment de pamplemousse dedans. Donc raté, c'est nul. toujours... Non, pas du tout. Non, au contraire, ça sent vraiment le pamplemousse. Mon idée, c'était de renouveler le territoire des Colognes en y ajoutant un agrume qui ne faisait pas du tout partie de l'histoire des Colognes, qui est le pamplemousse. Mais je l'ai ajouté par justement des effets moléculaires.
Et Ça, c'est que des molécules de quelque... Ça fait vraiment profane, mais je vous avais prévenu. mais au contraire, C'est des c'est molécules bien, de c'est génial. quelque chose, en gros, qui font l'odeur du pamplemousse. Moi, je me Tout suis... à fait. Oui, oui, c'est des molécules, en fait, qui ont l'odeur du pamplemousse. En fait, les molécules qu'on utilise en parfumerie, elles sentent des choses tout à fait naturelles et belles. Donc, j'ai utilisé une série de molécules comme ça pour donner l'odeur d'un pamplemousse rose, très sucré et aussi presque floral, en fait. Donc, ça a apporté vraiment quelque chose de très novateur et à la fois très doux, une modernité, en Ouais, fait. c'est une merveille. Ce parfum, c'est une merveille. Quand je le sens dans la rue, je me retourne parce que je veux voir la personne qui met ça. Mm. Donc, on a dit la Panthère de Cartier, parce que là, vous travaillez pour la Maison Cartier depuis... Depuis 19 ans. Depuis 19 ans, c'est vous. Mm. Donc, depuis 19 ans, c'est vous qui créez les parfums de la Maison Cartier. Oui. Donc, la Panthère... La Panthère, l'Envol, Cara, Baiser volé, les rivières. Ça, les rivières, ce sont trop, trop Et bons. les heures de parfum. Les heures, c'est quand le bois, il y a du bois dans le oud, c'est ça, non? C'est pas ça? Alors, les heures de parfum, c'est une collection que j'ai commencé à créer en 2010, qui comporte 13 parfums. Parce que je voulais pas m'arrêter à 12. Enfin, je voulais commencer tout de suite. Je voulais qu'il y en ait tout de suite 13. Pourquoi? Donc, j'ai sorti la 13 en premier, en fait. Parce Quoi, que la 13e heure? La 13e heure, c'est une note de fumée qui rend hommage justement à l'origine du parfum qui naît de la fumée, donc perfumum, dans la fumée. Oh là là, mais j'apprends trop de trucs. Perfumum, ça veut dire dans la fumée. Voilà. Parfum, ça veut dire dans la fumée. Exactement. Et donc l'origine du parfum, c'est la fumée ou le feu. Ah bon? Voilà, pour moi, toute odeur de feu est un parfum. Et j'ai toujours été fascinée par l'odeur de la fumée. J'ai toujours considéré que l'odeur de la fumée était probablement le premier parfum des hommes. Mais oui. Le premier parfum qui a ceint Et le poney aussi, ça devait sentir un peu le poney, mais bon. Bah, je sais pas. En fait, non, pour moi, je trouve que c'est très important de voir la noblesse de ça. Comment dire, quand ça sentait, quand ça poquait un peu, comme disait ma grand-mère. Bah, ce sont des odeurs dans lesquelles on vit. Je suis pas sûre que ça poquait parce que finalement, c'était une vie de nature. Ah, vous croyez que le fait que parfois on daube un petit peu, c'est parce qu'on est enfermé dans nos vêtements, dans nos intérieurs? Non, mais c'est une construction sociétale. Le fait que ça pue? Bah oui. Racontez-moi ça. Qui a dit quelles odeurs sont bonnes et quelles odeurs sont mauvaises? Quelles odeurs sont à bannir et quelles odeurs sont à développer et à... Alors, j'adore que vous me lanciez là-dessus parce que ces notions de bien et de mal. Très souvent dans mon cabinet, j'essaie de suspendre mon jugement pour ne pas qu'elles influent sur moi. Quand quelqu'un me raconte, je ne sais pas, quelque chose qui est mal, enfin socialement ou religieusement, etc., j'essaie d'extraire le jugement pour arriver vraiment à la moelle de ce qu'il est en train de me raconter et pourquoi il se passe ça ou pourquoi on fait ça. Mais en ce qui concerne les odeurs, je me fie uniquement à mon instinct. Donc si quelqu'un entre dans mon cabinet ou si je rencontre quelqu'un qui pue, selon moi, hein, enfin Eh oui. En fait, c'est toujours personnel. Parce que quelqu'un qui pue selon vous ne pue pas forcément selon moi. Et moi, selon moi, personne ne pue. C'est intéressant ça. Comment suspendre son jugement? Eh bien, en me concentrant sur l'expérience pure, là, je rejoins mon patient au plus près de ce qu'il vit. Ça s'appelle l'époquer. L'époquer, c'est l'acte de mise entre parenthèses du jugement et des présuppositions. Par contre, je suspends mon jugement, mais pas mes sensations. Et ça me permet d'être au plus près de l'expérience de mon patient. C'est trop génial ça. Donc pour vous, il n'y a pas de mauvaise odeur? Il n'y a pas de mauvaise odeur. Tout ça est totalement sociétal. C'est une construction de l'esprit pour vous? Complètement. Et les seules odeurs dont on pourrait dire que nous sommes programmés presque génétiquement, en tout cas physiquement, pour les rejeter, c'est l'odeur des excréments, effectivement, parce qu'on est programmé pour ne pas pouvoir les manger, parce qu'on en mourrait. Donc c'est vraiment uniquement des odeurs de choses qui peuvent être dangereuses pour notre intégrité physique. Donc tout ce qui est l'odeur pas de pourriture, parce que c'est pas grave, mais l'odeur de la mort, par exemple. Oui, alors l'odeur de la mort, c'est pareil, parce qu'on doit pas, on peut pas être charognard. Donc en fait, l'odeur de la mort nous repousse. Et ça, c'est, je dirais, presque
J'ai pas de formation, je suis aussi profane en génétique, j'avoue. Donc je ne sais pas comment on est programmé pour trouver l'odeur de la mort repoussante. Mais en tout cas, c'est le cas. Ça, c'est un fait, c'est Mmh. quasiment même... D'ailleurs, je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce qu'il y a des odeurs qui font réellement vomir? Moi, il y a des odeurs, vous savez, qui me provoquent des hauts le cœur. Est-ce que, pareil, c'est une construction de l'esprit? Par exemple, le lait ou le miel, ça me... Vous voyez, ça fait ça. Donc, c'est une construction de l'esprit, ça. Totalement. Et alors, je dirais peut-être pas de l'esprit, mais c'est une construction physique. Émotionnelle, presque. C'est ce qu'on appelle les réflexes de Pavlov. Ça, c'est aussi quelque chose que... Alors, ça dépend de votre historique avec le lait et le miel, mais on est programmé pour avoir justement des hauts le cœur ou du dégoût, en tout cas, avec des aliments qui nous ont rendus malades. Ça intervient... En fait, il faut toujours revenir au fait que le sens de l'olfaction est un sens d'alerte et de protection, justement, de l'humain. Comme tous nos sens, en fait. Nos sens nous ont été mis, je dirais, dans le corps ou dans le cerveau pour nous permettre de survivre, voilà. Et inversement, peut-être que si on n'avait pas eu ces sens-là, on n'aurait pas survécu. Donc, le nez est un sens d'alerte et de protection. Et donc, en fait, on est programmé aussi pour ne pas remanger une baie qu'on a cueillie et qui nous a rendus malades. Donc, dès qu'on va voir cette baie, la sentir ou la porter à sa bouche, on va avoir ces hauts le cœur qui vont nous éviter, qui vont nous rappeler qu'on a été malade. C'est du darwinisme. Voilà, exactement. Ouais. Qu'on a failli mourir à cause de cette baie qu'on avait cueillie. Et donc aujourd'hui, ça existe toujours, même si c'est pas très utile et même si on se rend malade parfois avec des choses qui ne sont pas réellement dangereuses pour nous. Il faut que j'essaye de ramener ça. Alors, pas la psychologie pure, parce que je pense que c'est plutôt quelque chose de plus psychanalytique, psychothérapie, enfin, comme je le vois moi. C'est beaucoup lié aux émotions pour moi. En tout cas, dans mon cabinet, la manière dont ça émerge, c'est beaucoup lié aux émotions. Je ne sais pas si vous avez pas travaillé là-dessus, mais si vous avez des pensées ou parce que vous parliez de sentir le sens tout à l'heure, que ça donnait du sens à votre existence, à la mienne aussi, mais je m'en suis aperçue quand je l'ai perdu, mais je le savais déjà avant. Les personnes chez qui ça émerge me parlent de l'odeur du lait, par exemple, de leur mère, c'est des madeleines de Proust, mais je ne sais pas pourquoi on s'en sert beaucoup pour se rappeler des choses, pour être nostalgique de quelque chose. Moi, vous me faites sentir le sirop d'orgeat, par exemple. J'ai les larmes qui montent tout de suite, et je suis ramenée en Corse, par exemple, où j'en ai bu toute mon enfance. Alors, je ne suis pas corse comme vous êtes corse, hein, si je ne m'abuse. Mais j'ai passé 15 années en Corse à boire du sirop d'orgeat 3 mois de l'année, quoi. Pourquoi c'est déjà si peu, selon vous, un sens émotionnel, alors que je pense que vous faites sentir un souvenir à n'importe qui, tout de suite, ça le transporte ailleurs? Le sens de l'olfaction, en fait, est un sens très particulier. Et effectivement, on nous dit qu'on a 5 sens et pas un de plus, pas un de moins, alors qu'en fait, on a découvert la proprioception récemment. Ouais. Donc, il se trouve que nos sens ne sont pas tous équivalents, qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, mais peut-être certains, on le voit bien que la vision occupe peut-être 70% de notre vie sensorielle dans une journée. Et donc, nos 5 sens, même s'ils ont l'air d'être équivalents, ils sont extrêmement différents les uns des autres. Ils fonctionnent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes effets, ils servent pas à la même chose. Bon, ça c'est une lapalissade, mais voilà. Et donc, le sens de l'olfaction suit un chemin très particulier dans le cerveau, très atypique. Le sens de l'olfaction ne va pas au centre de la raison. Donc, voilà. Tous les autres sens, en fait, sont raisonnés. Donc, quand on voit, quand on écoute, en fait, immédiatement, on raisonne. On compare et on prend la réalité, alors que le sens de l'olfaction, lui, va aller directement à l'amygdale, qui est le centre des instincts et des émotions, et au centre, à l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Ah, ça y est, j'ai ma réponse. Voilà, donc en fait, quand on sent quelque chose, on ne peut pas raisonner ce qui va se passer, puisque la raison est chintée, comme on dit. Ça veut dire Ça veut dire court-circuiter. Je vois.
les centres qui vont être activés par une odeur, dans un premier temps, c'est l'amygdale, c'est vraiment should I stay or should I go? C'est Ouais. est-ce que c'est fight or flight, comme J'y on vais, dit? j'y vais pas. Voilà, je fuis ou alors j'affronte. Mmh. Et donc, c'est vraiment très viscéral, Vous savez que très c'est un truc de instinctif. trauma, ça, enfin, je fuis ou j'affronte, c'est le quart de seconde qu'il nous faut quand on est face à quelque chose de possiblement traumatique. C'est ce que se demande aussi, j'imagine, l'amygdale. Je suis pas neuro, hein. Un animal, quand il est devant un prédateur, il se demande s'il reste statique ou s'il a le temps de se barrer en courant. Donc là, c'est marrant, ça, c'est presque la même chose que Oui, vous oui, racontez. et c'est exactement ça. C'est comme si, en fait, l'odeur, mais si on revient toujours au sens d'alerte, ça paraît plus logique, en fait. Mhm. C'est, voilà, ça me dégoûte, ça me traumatise, ça rappelle un souvenir traumatisant. Ou alors, au contraire, c'est une Madeleine de Proust, c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, ces deux centres, l'amygdale et l'hippocampe, en fait, vont colorer tout de suite l'odeur de toutes les émotions, tout le vécu, conscient et inconscient, j'ai envie de dire. Je sais pas, alors là, je parle sous votre contrôle, mais Mhm. conscient et inconscient, qui va faire qu'on va, du coup, si on n'a pas justement travaillé, ou si on n'est pas parfumeur, je vais dire, ou si on n'a pas justement dépassé ce stade, en fait, ça va nous faire dire j'aime pas. Oui, je comprends. Voilà, mais après, c'est vraiment quelque chose, c'est peut-être aussi quelque chose que partagent justement ces gens qui me disent j'aurais pu être parfumeur. C'est peut-être parce que, aimant tellement sentir, ils ont aussi dépassé ce stade du j'aime pas, qui est le stade du je découvre, je m'intéresse, je ne juge plus et je contemple, en fait. Ouais. Je sens la vie, quoi. Voilà, Ouais, je je sens sens, toute je l'existence. découvre, j'accueille, quel que soit ce que je pourrais avoir comme instinct face à cette odeur. Mhm. Alors moi, je voulais vous soumettre une idée, un projet. Vous allez me dire si vous trouvez ça intéressant. C'est que moi, j'aurais voulu créer, pour m'aider dans mon métier, un test de Rorschach olfactif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez ce que c'est? Les taches d'encre, puis on dit, bon, c'est assez ancien, puis c'est assez même suranné, un peu dépassé maintenant. Mais je me dis, faire sentir, pas des huiles essentielles, hein, vraiment pas. Hein. C'est-à-dire, ah, tiens, qu'est-ce que ça vous évoque, etc. Plutôt composer des odeurs qui pourraient ramener mes patients à du réel ou à quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve ça super intéressant. Merci. Et il y a déjà pas mal d'initiatives de ce type qui sont utilisées justement pour des patients amnésiques, pour aussi des gens qui sont enfermés, des prisonniers. C'est Patty Kanak qui travaille pas mal autour de ça. Et donc, le travail se fait justement plutôt avec des huiles essentielles, donc qui sont censées être porteuses de réalité. Donc, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est justement de ne pas reposer spécialement sur des ingrédients de parfumerie, Non. mais plutôt sur des compositions. Après, je dirais la limite d'une composition, c'est toujours qu'elle va représenter la réalité du parfumeur qui la crée. Donc subjective. Mais, voilà, mais pas forcément la réalité de celui qui la sent. Oui. Mais je pense que le fait que cette réalité ne soit pas forcément exactement celle du patient n'est peut-être pas un frein, parce que ça va quand même amener, quoi qu'il arrive, des réactions. Vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que, vous voyez, quand on est en face de son patient, thérapeute, ce sont deux subjectivités. Le thérapeute a beau rester le plus objectif possible, il se passe quand même des choses entre ce qu'on appelle le transfert. Il y a des affects qui circulent, mais même pas forcément agréables. Le thérapeute aussi va réagir avec son background, son savoir, ce qu'il ressent, même si les psychanalystes s'en défendent beaucoup. Avec les odeurs, c'est pareil pour moi. Si vous voulez, si on crée, par exemple, si demain je vous demande de me créer une odeur de grand-mère, une odeur de pomme au four, une odeur de gâteau, enfin tout ce qui pourrait nous ramener un peu à l'enfance, ou une odeur de pot d'échappement, enfin voilà, qui ramène non pas mes patients à des souvenirs quand ils sont amnésiques ou des choses comme ça, mais pour ouvrir leur imaginaire. C'est juste, pour moi, le test de Rorschach, c'est ça, c'est l'imaginaire.
Quand vous voyez une araignée, moi, je peux voir autre chose. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment ouvrir l'imaginaire des gens avec qui je travaille pour que leur langage se développe encore plus. Parce que souvent, vous savez, la question que je vous ai posée au début, ça va, comment ça va? On répond, bon, ça va. Voilà. On a très peu de langage à notre actif pour exprimer des émotions. Comme vous disiez tout à l'heure, should I stay or should I go? Vous voyez, ça sent bon, ça sent pas bon. Là, ça va bien, ça va pas bien. Mais quand on demande d'élargir un peu ça, c'est très difficile de savoir comment on va. Est-ce que votre poitrine est comprimée? Est-ce que vous vous sentez convexe, concave? Là, je fais des gestes. Est-ce que vous regardez en l'air? Est-ce que vous regardez vos pieds? Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut se permettre de développer dans une séance parce qu'on a le temps. Mais pas tant que ça dans la vie. On prend pas le temps. Et donc, j'aimerais créer ça, parce que l'olfaction est un sens... c'est pour ça que je vous ai dit la première fois que je vous ai vu que... Ah, mais moi aussi, j'aurais bien aimé. Non, mais il faut pas. Moi, je trouve ça très touchant, au contraire. Quand on me dit moi, j'aurais voulu être parfumeur. Je l'ai regretté de l'avoir dit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en découvrant votre métier petit à petit, c'est extrêmement complexe. Et non, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde peut-être... Enfin, les gens qui vous disent ça adoreraient. Mais je veux dire, je me souviens naïvement de vous avoir dit, mais attendez, vous êtes donc le nez de la maison Cartier, mais vous êtes toute seule. Et vous m'avez dit, bah oui, mais toute seule... all over the world, je veux dire, dans le monde, bah oui, en fait, vous êtes la seule au monde à créer ces parfums-là. Il n'y a pas quelqu'un en Chine qui crée les parfums chinois, quelqu'un aux États-Unis, etc. Vous êtes la seule, en fait. Et où que vous alliez, si vous sentez vos parfums, c'est vous qui avez créé ça. Ouais. Mais je trouve ça ouf, en fait. Moi aussi. Je trouve ça dingue. Et puis en plus, bon, là, on n'a pas le temps, mais je mettrai des liens. J'espère que vous avez des vidéos de vos créations comme... comment ça s'appelait, ce nuage-là L'Osni 1. L'Osni, voilà. Ouais. Et un truc à côté des Invalides, là, ça, c'était quoi? Ça, c'était l'Osni 2, donc objet sentant non identifié. Donc le numéro 1, c'était le nuage parfumé qui a été exposé en 2017 au Palais de Tokyo en marge de la FIAC. Et puis ensuite, en 2019, au Louvre Abu Dhabi, dans le cadre de la première exposition temporaire qui s'appelait 10 000 ans de luxe. Et l'Osni 2, qui s'appelait Aura, justement, était un objet sentant non identifié dédié au mythe de la panthère parfumée. Ah oui, ça je l'ai vu, enfin je l'ai senti plutôt. Ouais. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que je vais essayer de mettre des vidéos, mais on sent pas. Donc c'est bien d'aller voir vos créations sur place, quoi, in situ. Ça sera plus informatif que sensationnel. Et vous croyez que la panthère, elle sent vraiment ça, l'animal, la panthère? Ben oui, ça bien sent sûr. Ça. On est d'accord que ça sent ce que vous avez créé. Comme les nuages sentent vraiment comme cette installation. Donc, moi, j'y crois vraiment. Mais moi aussi. Moi aussi, j'y crois. Mais en fait, on n'a pas répondu à la fin de la question. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'on retourne au sujet d'avant. Au test de Rorschach. Oui, au test, voilà. Exactement. Ouais. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est quelque chose que je fais déjà un peu dans certains parfums. Je pense que, en tout cas, c'est quelque chose qui... Effectivement, travailler avec les odeurs, ça permet vraiment de chanter, comme on disait, de court-circuiter la raison et de laisser justement, d'ouvrir en fait les portes des émotions, de connecter quelqu'un à ses émotions. Et c'est vrai que quand certaines personnes sentent mes parfums, c'est très intéressant les commentaires qui sont faits. Alors, ça peut être du j'aime, j'aime pas, mais très souvent, en fait, on voit que les commentaires viennent vraiment de l'âme, en fait, de l'intérieur. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de faire ça. Vous m'aiderez, j'espère. Bien sûr, mais ce qu'il faut, c'est il faut réfléchir justement à quels univers on veut connecter et ensuite quels sont les meilleurs éléments qui permettent de connecter ces univers. Moi, je réfléchis aux univers et vous allez réfléchir aux molécules qui peuvent connecter ça. Voilà. Pourquoi pas. Magnifique. Je voudrais juste vous dire que, déjà, vous remercier de la confiance que vous m'avez faite en venant ici, sans savoir de quoi on allait parler. Ça, c'est vraiment, je suis très touchée. Et aussi, peut-être de vous demander quel parfum, quelle création de parfum vous rappelle le plus votre enfance. Et moi, je vous dirai après ce que c'est, le mien. Alors, probablement, alors c'est une histoire, c'est très... je pense que ça va vous plaire. Une des odeurs qui me rappelle le plus mon enfance, c'est...
Alors, il y en a plusieurs, hein, parce que c'est vrai Ouais, que c'est dur d'en moi, choisir une, j'imagine. j'ai commencé très tôt à imprimer des souvenirs olfactifs assez forts, donc j'ai beaucoup d'odeurs d'enfance. Mmh. Un des parfums qui m'a beaucoup marqué, et qui est un peu qui fait partie en tout cas de mon panthéon olfactif, c'est Femme de Rochas. Et c'est un parfum que ma mère a porté avant ma naissance. C'est dingue ça. C'est Ben que oui. Donc c'est vraiment un parfum qui est lié à mon histoire personnelle parce que j'ai toujours, quand j'ai découvert ce parfum à l'école de parfumerie, je l'ai vraiment considéré assez rapidement comme une cathédrale, je l'ai mis dans mon panthéon olfactif presque à la première place, enfin à la première place, on va dire, en n'ayant absolument aucune conscience ni idée que ma mère l'avait porté. là, Et vous me faites ensuite, penser qu'il y a un inconscient olfactif. bah oui, C'est ça qui est génial. bah oui, c'est ce que j'ai découvert ensuite parce que quand j'ai travaillé sur la panthère, en fait, j'ai toujours adoré les chypres. Le Femme de Rochas, c'est un très grand chypre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une famille olfactive qui repose sur la mousse de chêne, en particulier. D'accord. Donc, c'est un type d'accord, en fait, qui donne un effet très velouté, très esthétique, très, très beau. Donc, ça a toujours été la famille de parfums qui m'a le plus inspirée, impressionnée. Donc, quand il a été question de travailler sur la panthère, évidemment, tout de suite, j'ai eu envie de travailler sur un chypre. D'autant plus que la panthère, bien sûr, c'est l'icône de la maison Cartier, mais Oui. c'est un symbole de féminité, de félinité, et puis d'animalité, justement, d'humanité, animalité. Bon, donc j'ai commencé à travailler ce chypre en ayant bien sûr dans un coin de la tête, mais de manière assez inconsciente finalement tous les chypres que j'avais adorés, donc et Femme de Rochas aussi. Et puis ensuite en répondant à différentes interviews, j'ai souvent raconté cette histoire. En fait, j'ai dû répondre dans un laps de temps assez rapproché à 2 interviews sur le parfum des mères de parfumeurs. En répondant à ces questions, après le lancement de la panthère et après le décès de ma mère, en fait, la première interview a commencé à faire émerger des choses et la deuxième interview m'a fait comprendre que, en fait, ma mère avait porté Femme de Rochas et que, quelque part, c'était mon inconscient probablement qui Bien sûr. m'avait fait adorer ce parfum sans avoir aucune idée. Mais ma mère ne l'a jamais porté de mon vivant, j'ai envie de dire. Je n'ai jamais vu ma mère parfumer. Oui, mais si vous voulez, déjà, je suis absolument pas surprise par cette histoire. Elle est très touchante, néanmoins. J'ai beaucoup d'exemples, moi, dans mon cabinet, de personnes qui agissent ou qui retrouvent des souvenirs, pas spécialement olfactifs, mais d'avant leur naissance, parce que ça existe, ça, le transgénérationnel, ça s'appelle. Et ça ne m'étonne pas du tout ce que vous racontez, c'est hyper touchant. J'adore. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le transgénérationnel existe olfactivement. Oh, j'adore. Et que l'odeur est peut-être justement un des vecteurs de transmission transgénérationnelle, contrairement à ce qu'on a pu peut-être imaginer jusqu'ici, puisque l'odeur est toujours le dernier des sens auxquels on pense dans tous les domaines de la médecine. On va rétablir ça. Oui, c'est quelque chose qui est en train d'être inversé. Il y a de plus en plus de chercheurs sur l'olfaction, il y a de plus en plus de réflexions. Je crois qu'on est vraiment dans un siècle ou dans un millénaire, comme l'avait dit Malraux, qui est spirituel. Et justement, l'olfaction correspond à cette spiritualité, parce que c'est probablement celui de nos sens qui est le plus connecté au spirituel. Ouais, c'est vrai que tout de suite, ça me ramène à l'odeur de l'encens dans une église, même si j'y suis pas allée beaucoup. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Oui, et pourquoi l'encens dans une église? Il faut savoir que historiquement, dans l'Antiquité, en fait, le parfum monte vers les dieux. Perfumum, la fumée. L'important, c'est pas l'encens. L'important, c'est la fumée de l'encens qui monte vers les dieux et qui est un message. Donc le parfum a toujours été un lien entre l'homme et les dieux. C'est vraiment une invisibilité qui
monte vers les dieux qui eux-mêmes sont invisibles. Donc, quoi de mieux pour s'adresser à des entités impalpables qu'une fumée qui va les rejoindre? C'est hyper poétique. Alors moi, je vais vous dire mon parfum, ma Madeleine de Proust, mon parfum d'enfance. C'est pas le parfum que ma mère a le plus porté, parce qu'elle a beaucoup porté Opium de Saint-Laurent, comme toutes les mamans des années 70-80. Moi, c'est Rive Gauche. Ça me met tout de suite dans un espèce de cocon, j'imagine une couverture bleue, toute bleue, dans laquelle je peux me pelletonner comme ça. À rayures noires. À rayures noires, bien sûr. Je crois qu'il n'existe plus ce parfum-ci. Je ne saurais Parce que pas dire. pour les personnes qui ne connaissent pas Rive Gauche, c'est juste un flacon cylindrique avec des grosses rayures bleues et des petites rayures noires. Voilà. Et vous savez ce qu'il y a enfin pas dedans, mais la famille à laquelle ça appartient? Alors, Rive Gauche, c'est un floral aldéhydé. Donc, floral, fleur blanche. Aldéhydé, c'est des notes, c'est des molécules qui ont été découvertes au début du XXe siècle, même peut-être fin du XIXe, qui ont été utilisées une des premières fois où elles ont vraiment été remarquées, c'est dans le numéro 5 de Chanel. Ah oui. Et donc, ce sont des notes, alors les parfumeurs les décrivent, souvent ça va du linge propre qui a séché dehors, au fer à repasser, à l'odeur du fer à repasser, en passant par, pour certains aldéhydes, parce qu'il y a différentes molécules, donc il y a le C10, le C11, le C12, le C13, que moi j'ai beaucoup utilisé. Alors C14, ça devient autre chose. Oui, mais je l'ai dit, je le savais que c'était autre chose. Le C14 a une odeur fruitée, bah oui. Alors que C10, C11, C12, C13, c'est des odeurs d'eau. Non. Non, justement, c'est des odeurs... J'essaye des trucs, Mathilde, en fait. Mais profane, c'est profane. C'est des odeurs de métal, de rouille, de sébum, de sueur. Voilà, donc C10, C11, C12. Bon, C10, c'est un petit peu plus fruité, mais C11, C12, C13, c'est vraiment des notes très particulières. Et donc, elles ont été découvertes et elles ont été utilisées donc, pour la première fois de manière massive dans le numéro 5 de Chanel. Et donc, le Rive Gauche, je crois que c'est 1970, la sortie, revisite donc cette famille des floraux aldéhydés. Eh bien, c'est passionnant parce que quand vous faites des ponts comme ça, on ne va pas avoir le temps là aujourd'hui de développer, entre la composition d'un parfum et à quoi ça ramène, comme le linge propre, le sébum, enfin des trucs complètement improbables pour moi. Ça me conforte encore plus dans ce test de rançage olfactif. Mon imaginaire s'en va, mais dans tous les sens. Donc, je crois que je vais m'y mettre et j'espère que ce sera une collaboration. Pourquoi pas que vous m'aiderez. Pourquoi pas? Mais oui. C'est pas un oui franc et massif, en fait, Mathilde. Je suis quand même affiliée à une grande maison. Et vous donc pas le droit. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire autre chose? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, il faut que les choses fassent sens. Voilà, tout ce que je fais doit avoir du sens par rapport à mon métier, par rapport à la création, par rapport à la maison à laquelle j'appartiens. Voilà, c'est ça. Il faut que quand vous agissez en tant que nez ou en tant que maître parfumeur, c'est au nom de la maison Cartier. Vous appartenez, en tout cas dans votre métier, je veux dire. C'est... Tout à fait, oui. Oui, je comprends mieux. Mais quand même. Merci beaucoup Mathilde Leroux. Merci Katia, c'était un grand plaisir, une grande joie. Ah, merci. C'est pour ça que j'allais bien ce matin, je crois. Parce qu'on se voyait ce matin, parce qu'on s'écoutait. Voilà, parce qu'on allait faire cet entretien. Permettez que je vous renifle? Bien sûr, mais vous ne sentirez rien. Vous ne portez pas de parfum? Pas de parfum. Mais qu'est-ce qui vous dit que je vais rien sentir? Vous sentirez pas de parfum, mais vous sentirez peut-être plein d'autres choses. Oui, moi j'ai pas mis de parfum non plus. Et vous voulez me dire ce que je sens? Si vous voulez. Attendez, je me déplace. Allez-y, vous d'abord. Alors, vous sentez justement un petit effet floral aldéhydé qui, à mon avis, vient de votre shampoing. Ah oui, vous m'avez reniflé dans le creux là et dans les cheveux. Qui pourrait être un mix à bébé, par exemple. C'est un... Ah, je me souviens plus ce que c'est. Ah, c'est fou. Et ça, mix à bébé, c'est floral aldéhydé, donc. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai senti une odeur plus... Alors, j'ai beaucoup moins de vocabulaire que vous, mais une odeur poudrée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ça m'évoque la poudre. Alors que vous n'en mettez pas, je vois sur votre visage. Non. Bon, voilà. Bon, reniflez-vous bien. Je
Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt parce que c'était tellement passionnant que je me demande si on n'aura pas une autre conversation quand même. Mais pourquoi pas? Ok. Sur d'autres, il y a tellement de thèmes et de... Ah ouais, mais là, L'olfaction, en fait, c'est tellement un sens de la vie qu'en fait, tous les sujets de la vie peuvent nous ramener à méritent. ça. C'est aussi que l'olfaction a tellement été invisibilisée que finalement, on ne considère pas les aspects olfactifs des sujets qu'on traite dans la vie, alors que dès qu'on apporte l'olfaction, en fait, ça documente et ça renseigne chaque sujet. À bientôt, Mathilde. Merci, Katia. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on prend rendez-vous ?